Nous allons donc reprendre cette session de l'après-midi de ce colloque avec donc la conférence finale qui sera donnée par Pinar Sellek. Pinar Sellek, nombre d'entre vous la connaissent probablement, mais je vais quand même dire deux mots très très brefs, hein, et puis peut-être que Pinar pourra aussi compléter ou rebondir. Donc je l'avais évoqué ce matin, Pinar Sellek est une sociologue turque, maintenant française, qui a débuté ses recherches dans les années 90 en Turquie, notamment sur les groupes minoritaires, les groupes opprimés, qui a travaillé sur la question kurde, et sur le génocide. Et turc aussi, et sur le génocide arménien, ce qui lui a valu donc un certain nombre de soucis, de problèmes, et notamment avec les militaires. Après une arrestation, un emprisonnement, des tortures dans les geôles turques, Pinar a fait l'objet ensuite de poursuites judiciaires, et depuis maintenant la date du premier procès, on était au milieu des années 2000, c'est ça, ou fin des années 2000? Non, le premier procès commençait, j'étais pas encore née, en 1998. J'étais pas encore née. Je n'étais pas encore née. Wow. Et après, donc, 4 équipements, et 2014 c'était le dernier équipement. Ils ont envoyé la Cour suprême, et on a attendu jusqu'au 2013. D'accord. 2013, ça recommence. Très bien. En tout cas, depuis 2011, tu es en France, tu es maintenant enseignante chercheur à l'université de Nice et membre de l'URMIS, qui est aussi un laboratoire d'université Paris-Cité. Et donc, pour clore cette journée par ta conférence, donc, qui s'intitule « Au-delà de la répression, s'émanciper et se réparer comme chercheur ». Cher Pinar, tu as la parole, et ensuite nous aurons des mots de clôture de la part de Edouard Kaminski, président de l'université Paris-Cité. Merci beaucoup, Pinar, nous t'écoutons. Bonsoir les amis, donc voilà, on va clôture avec une dimension internationale. Et déjà, la dimension internationale existait dans les deux tables rondes, surtout à la deuxième. Des deux tables rondes, il existait. Donc, moi, c'est bien de clôturer avec cette dimension internationale. Et en plus, dans mon dernier procès, c'était 2 jours avant les élections. Donc, on n'a pas pu faire la publicité parce que la Turquie nous a donné une bonne occasion. Il a attaqué l'université française. Donc maintenant, à partir de la semaine prochaine, le mois prochain jusqu'au février, qui est un procès, autre audience, on va faire une campagne pour dire que la Turquie intervient à l'académie en France, aux activités académiques en France. Il va à ce point-là. Et déjà, il avait fait, il y a longtemps, vous savez, ou non, je ne sais pas, moi j'ai confirmé avec Yves Ternon et Raymond Kevorkian. En France, on ne pouvait pas faire des recherches jusqu'aux années 70 sur le génocide des Arméniens à l'université. Ce n'était pas interdit. Mais la Turquie réussit. Réussit vraiment. Donc, les dernières accusations, c'était pour faire peur aux mes collègues. Il a accusé l'université de faire des activités terroristes. Voilà. Donc là, vous allez entendre bientôt, on va communiquer, etc. Parce qu'on n'a pas pu faire à l'époque. Et en général, moi, je ne lis jamais, très rare, quand je fais des interventions. Mais maintenant, vous allez comprendre pourquoi je lis. Au-delà de la répression, s'émanciper et se réparer comme chercheuse. Il y a 1000 manières de réprimer. Il y a 1000 manières de violer les libertés académiques et 1000 manières de résister, de s'émanciper, de se réparer. Je parle de la réparation car
toute chercheuse empêchée de partager sa démarche réflexive sur un sujet, tout chercheur empêché de partager ses questions, ses problématiques, de mener des recherches sont victimes de violences. Dès que nous élaborons une problématique, nous donnons naissance à un nouvel être. Un être en mouvement, à la fois en nous et hors de nous. Une fois créé, il doit s'écouler librement, tel un fleuve. Si son flux est entravé, il souffre. La pointe des points d'interrogation, les pointes des questions non résolues s'aiguisent, se transforment en lames qui font trop mal. Trop mal. Mais si cet être trouve son chemin, les problématiques, s'il parvient à circuler, alors il vibre davantage, gagne en autonomie. Cette évolution se réalise à travers les matériaux que nous façonnons par le travail sur le terrain. En œuvrant, nous donnons forme à un être doté de sa propre structure, de sa propre voix intérieure. Cet être s'appelle la recherche. Et que se passe-t-il quand on la kidnappe? Et si on n'a aucun signe de vie depuis plus de 26 ans? Aujourd'hui, pour vous épargner un récit victimisant, je voulais parler de ma propre tentative de passer au-delà de la répression. Parler de ma tentative d'émancipation d'un pouvoir qui fait tout pour limiter les libertés académiques, mais aussi pour écraser, détruire la recherche et la chercheuse. Et cela est possible quand la mémoire de la violence extrême que j'ai subie est si présente au quotidien. Quand je suis tout le temps poursuivie, menacée sans cesse de mort. Quand ma famille est menacée aussi. Le sujet de mon intervention n'est pas non plus comment, dans le contexte de la répression actuelle, j'arrive à suivre une stratégie de persister et signer en poursuivant mes activités scientifiques sans me priver de certains sujets. Ça, c'est vrai, je le fais. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Je vous parlerai de mon expérience de sauver ma recherche confisquée. Comment j'ai ouvert ces pages disparues sans l'avoir retrouvée. Je ne l'ai jamais retrouvée. Je parle de ma recherche sociologique sur le mouvement kurde. Il y a environ... sur le mouvement kurde. Ma recherche kidnappée, dépossédée et disparue. Ma recherche blessée en moi. Il y a environ une année, je me suis rendu compte du côté le plus tragique de cette histoire. Il y a environ 9 mois, je pense, à peu près. Le côté plus tragique de cette histoire, son effacement dans mon cerveau. Comment un travail que j'ai commencé avec une grande curiosité et j'ai mené à bien durant 3 ans, plus que 3 ans, jusqu'à la dernière minute, avec enthousiasme, peut-il rester en suspens? Ce qui est étrange, c'est que je n'avais pas l'idée que ce travail était inachevé. Je n'ai jamais réfléchi sur pourquoi je ne l'ai pas repris. Il y a moins d'une année, j'étais dans le train, je me souviens, Paris-Nice, je me suis mise devant il y a au moins une année, je me suis mise devant le puits de ma mémoire. J'ai regardé vers le trou noir et j'ai commencé à tirer vers le haut jusqu'à quelques matériaux confisqués de ma recherche. Et j'ai continué. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre. Ni les entretiens, ni les notes, ni les carnets confisqués, ni les disquettes. À l'époque, il y avait des disquettes. Ni les disquettes confisquées par le pouvoir il y a 26 ans. Je savais bien que, juste à partir de mes souvenirs, c'était impossible de restituer un travail de 3 ans. Mais je pouvais d'abord comprendre ce qui nous est arrivé. J'ai donc pris la plume. Écoutez, quelques phrases de mon livre qui va sortir bientôt dans les
dans les éditions Atrium. L'université édition, pardon. C'est le premier jet. Encore, c'est pas encore lu. Le français n'est pas encore corrigé, tout ça. Écoutez. Est-ce que c'est j'ai pris un petit bout. Est-ce que c'est l'intériorisation de l'interdiction de mes matériaux? Apparemment, j'ai incorporé l'interdit. Est-ce mon point de non-résistance? Si c'était le cas, comment expliquer alors le fait que je m'exprime souvent sur cette question dans l'espace public? Je n'ai pas donc la peur. Quoi donc? Est-ce la fatigue? Peu probable. Peut-être qu'il y avait un blocage en moi. Sinon, pourquoi? Ma recherche était un organisme vivant. Elle était née et elle a continué à grandir. Elle a été juste enlevée, mais pas avortée. La naissance n'est pas la publication. Ces matériaux sont blessés, mais toujours en vie, en transformation, en vibration. Pour les soigner, j'écris. Comme vous l'entendez dans ces mots, j'étais vraiment étonnée. Profondément étonnée. Quand j'ai découvert ça, dans le train d'abord. Et c'est ce profond étonnement qui me procurait la force d'écrire. J'ai écrit pour découvrir et pour me débarrasser du désarroi. Quand Valérie m'a proposé d'intervenir ici, j'étais en plein milieu de cette expérience renversante, très bouleversante. Intense, mais aussi surprenante. Je venais de lire l'œuvre manquée des choses sur l'œuvre manquée de Germain Tillon. Pour le titre de mon intervention, j'ai proposé alors le terme de réparation. Sauver, réparer ma recherche et me réparer. Une réparation socio-anthropologique, mais aussi d'ordre psychologique. Mais je n'imaginais pas que ce serait si difficile. Depuis 3 mois à peu près, j'ai une autre vie maintenant. Mais plus que j'ai avancé, plus cela est devenu difficile. Ma vie quotidienne est perturbée. Je comprends comment, dans le processus de la destruction de ma recherche, mes souvenirs de ces matériaux n'appartiennent pas juste au terrain, mais aussi à un autre contexte. Ils n'ont pas été seulement confisqués, ils ont été lus et répétés sous la torture. Mes yeux étant bandés, je ne voyais pas les bouches qui le lisaient. Quand j'étire du puits de ma mémoire un matériau, je sens l'odeur de la cigarette et une énorme douleur. Et je comprends comment j'ai imprimé en moi ces matériaux durant la torture. Comment plusieurs nuits et jours, j'ai fait l'expérience de les cacher devant la police. Je les ai imprimés en moi. Aujourd'hui, ils font partie de moi. La torture, au lieu de les évacuer, a eu un effet contraire et a fait une sorte que s'imprime en moi la mémoire de mon étude. En le faisant, je sentais une sorte de honte vis-à-vis de mes enquêtés, qui m'ont toujours remercié par rapport à ma résistance et mon attention en prenant des notes. Parce que chaque fois que je faisais un entretien, et après, je les ai contextualisés et j'effaçais, je cassais les matériaux, comment on dit, bruts. Donc, il ne restait pas. Chaque fois, j'avançais toujours comme ça. Donc, on voyait très peu de choses sur les personnes. On n'entendait pas les voix. Pardon. En le faisant, je sentais la honte vis-à-vis des enquêtés qui m'ont toujours remercié par rapport à ma résistance et mon attention en prenant les notes. Je vais toujours donc protéger mes enquêtés, mais pas mes matériaux qui m'avaient été confiés avec une grande discrétion. On a parlé tout à l'heure de la responsabilité. Moi, j'ai pensé tout le temps ça. On a passé des heures, ils ont confié des heures. C'est juste pour fallait informer la police. Donc, j'ai servi leurs propos. J'étais comme pas agent, mais j'ai fait 3 ans de travail de terrain pour juste informer la police à la fin. Et
comme si je les avais salis dans les mains des tortionnaires. Depuis 2 mois, je dors moins de 4 heures. Les amis qui me voient depuis 2 mois ne me reconnaissent pas. Je ne sais pas s'il y a des amis qui m'ont reconnu, mais je crois que j'ai une sale tête. Depuis 2 mois, je dors moins de 4 heures. Il ne s'agit pas de l'insomnie, mais le puits m'a prise de plus en plus et je n'arrive pas à poser la plume. Par exemple, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai toujours, quand j'ai 10 minutes, j'écris. Quand je suis au moment, j'écris. Et ça vient toute seule. C'est incroyable. Et quand j'écris, le livre ne devient pas comme ça. Ça devient plus petit. C'est incroyable. C'est pas une écriture que je fonce tout ce que j'ai. C'est pas ça. Mais c'est une action de création, mais qui est délirante, qui me prend tout le temps. Donc, c'est pour cela, depuis quelques jours, je me dis, c'est bien les réparations, je crois ça. Oui, pardon. Depuis quelques mois, je dors moins de 4 heures. Il ne s'agit pas d'insomnie, mais le puits m'a prise de plus en plus et je n'arrive pas à poser la plume. Ma tentative est en cours. Pour l'instant, j'ai trop mal. Et c'est difficile d'en parler quand je suis en train de sentir des choses qui se cassent, qui saignent énormément, qui crient à l'intérieur de moi. À force de ne pas laisser céder, je commence petit à petit à prendre la barre des sciences sociales. Je me force à pousser la réflexion pour objectiver ma recherche blessée en moi, au lieu de la subir. Je l'aborde comme un processus qui est devenu mon objet de recherche. En écrivant, il se transforme en récit, notre récit, de moi et de ma recherche, et de mes enquêtes. Bientôt, je vais poser la plume, et vous verrez, le livre qui sort ne va pas raconter ce que j'ai subi, mais rendra la justice d'abord à mes enquêtes. Sans justice, il n'y a pas de réparation. Merci beaucoup, Pinar, pour cette intervention, ce témoignage sur un aspect un peu décalé de ce que tu avais évoqué, en tout cas jusque-là, hein, en allant, comme tu le disais, puiser au puits de la mémoire et restituer aussi finalement pas tellement ou pas seulement ce qui t'est arrivé, mais aussi la parole de tes enquêtés. Je ne sais pas si vous avez peut-être des commentaires ou si quelqu'un veut prendre la parole, en lien peut-être même avec la table précédente, ou si en ligne on a des interventions. Flore, pour l'instant, non. Ouais, c'est assez puissant, donc c'est assez difficile. Je vais le redire. Oui, pardon, je redis la question. Est-ce que vous avez fait le choix du français pour l'écriture ? En général, moi, j'écris mes romans, mes contes, mes poésies en turc. Après, c'est traduit en français. Donc, les livres de contes, de romans, etc., sont traduits de turc. Mais au niveau essai, je peux écrire en français. Quelquefois, c'est difficile, mais je fais traduire. Mais j'avance en français. J'ai écrit ma thèse en français, donc je peux. Comme il y a une partie intime, quelquefois c'est difficile, mais j'arrive, je crois. Après, j'ai des amis à corriger et tout ça. Et pardon, désolé. Oui, merci pour cette intervention. Et une question très pratico-pratique, du coup, au niveau de vos thématiques de recherche, etc., dans votre université, maintenant, vous avez comment ça s'est passé, cette cassure? Donc, il y a eu cette cassure et vous avez repris exactement les mêmes thématiques de recherche, vous avez un peu dû vous adapter, comment ça... Alors,
Moi, quand j'ai travaillé sur le mouvement kurde, donc je n'ai pas travaillé sur les Kurdes, sur le mouvement kurde, c'est-à-dire sur ce qui circule autour du mouvement kurde. Et toutes les histoires, les récits, les traditions, etc. Donc surtout les réseaux autour du mouvement kurde. J'ai travaillé sur cela. Donc c'était pas vraiment les plus militants étaient mes interlocuteurs ou interlocutrices. Mais après, quand je suis sortie, j'ai travaillé sur d'autres choses en Turquie. Je suis restée en Turquie. Donc, je suis restée jusqu'en 2009 en Turquie. Et j'ai travaillé surtout mon dernier recherche, par exemple, sur la construction de la classe sexe-dominante à travers le service militaire et le nationalisme, comment il nourrit le militarisme, etc., comment il crée les sujets de violence, tout ça. J'ai travaillé sur des sujets comme ça. Après, j'ai travaillé beaucoup sur le mouvement arménien, donc je n'ai pas vraiment quitté. Et après, j'étais en prison 2 ans et demi, donc je restais beaucoup. Et après, je suis sortie de la Turquie. Et dès que je suis arrivée en France, donc il y avait une coupure en Allemagne parce que je ne savais pas où j'irais. Et là, j'ai écrit des romans. Parce que moi, je ne suis pas que chercheuse. On n'est pas que chercheuse. On fait l'amour, on arrose les fleurs, on fait plein de choses dans la vie. Hein. On n'est pas que chercheuse. Donc... Et moi, j'ai arrosé les fleurs. J'ai écrit des romans. Et à cette époque, j'avais plus besoin de ça. Des contes, etc. J'ai écrit Loin de chez moi jusqu'où. C'est une petite essai littéraire, mais c'est plus essai. Mais après, quand je suis arrivée, j'ai fait un travail sur les transformations. C'est un travail sciences politiques, transformation de l'espace militant. Je travaille plus sur l'action collective, donc transformation de l'espace militant en Turquie. Avec les convergences sous la répression, comment se fait que les très différents mouvements créent des réseaux. Et autour de ces réseaux, il y a une transformation. Donc, jusqu'en 2014, j'ai fait ça. Et en 2014, j'ai travaillé un travail sur les diasporas arméniennes. J'ai des articles culture conflit, etc. Donc, je les ai publiés. Comment le mémoire et la lutte pour la justice, et surtout les organisations politiques, contribuent à la création de diaspora d'une population... Voilà. Et donc j'ai travaillé après ça, mais quand je suis arrivée à Nice, les amis je suis arrivée à Nice pour écrire un roman. Mon contrat était fini. J'étais chercheuse invitée ou une sorte de post-doc que j'avais trouvé. Et quand je suis arrivée à Nice, j'ai dit que 2 ans. Je peux vivre avec le chômage et je vais écrire mon nouveau roman. Donc je voulais faire ça. Mais Nice, je suis tombée amoureuse à Nice. Et les collègues de Nice m'ont trouvé tout de suite. Ils m'ont invité pour faire un séminaire. Ils m'ont dit qu'il faut que les collègues te connaissent. Et tout d'un coup, je suis là-bas. Et quand tu es à Nice, tu rencontres des exilés. Et tu te confrontes avec les questions de frontières. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler sur tous ces sujets. Donc, j'ai longtemps travaillé. À partir de 2015, j'ai travaillé sur ces sujets. Et donc, surtout par rapport aux femmes, parce que il y a un esclavage moderne incroyable. Donc, j'ai essayé de plutôt la criminalisation de migration sur des femmes migrantes, mais qui viennent dans tel ou tel pays, pas tous les pays aussi, et pauvres. Et c'était très difficile ce travail parce que 10 euros par jour dans les maisons de Français, sans papier, etc. Et je n'ai pas pu, comment dire, elle me disait que je les ai publiés, mais elle ne voulait pas les lire après. Donc, elles sont devenues les copines, elles m'ont raconté plein de choses, parce que je suis turque, je suis aussi réfugiée, tout ça. Donc, il y a eu cette relation, mais c'était difficile de continuer, comme si moi je gagne et elle ne gagne rien.
Et elles ne veulent pas que... Parce qu'il y a c'est pas des mafias, c'est pas comme Al Pacino, Marlon Brando, mais c'est des réseaux mafieux. Les réseaux mafieux qui se créent là-bas. Et quand j'ai commencé à voir ça, j'ai dit que je vais m'engager plutôt au niveau féministe, en dehors de la recherche. Donc j'ai arrêté de faire des recherches là-dessus. Et j'ai organisé avec ces femmes une très grande action féministe tout aux frontières. C'est vraiment historique maintenant en France. Et j'ai fait ça. Et donc je continue mes relations avec elles. Mais maintenant, j'ai travaillé, donc Pénélope Lézière, elle est là. Et on a fait ensemble une publication sur les musiciens exilés de l'Anatolie. Et comment, avec le temps, leur mode de production change, et l'engagement et l'exil et musique. Et comment leur engagement dans le pays, et comment les transformations de l'espace militaire en Turquie influencent ou impactent directement ces musiciens qui viennent de Turquie, parce qu'il y a des Kurdes, des Alevis, des Arméniens, des Grecs. Avant, ils étaient très, très séparés, ils étaient dans leur communauté. Maintenant, il y a plein de gens qui créent des groupes de musique extraordinaires, très anarchistes, et qui sont des liens avec aussi d'autres mouvements sociaux en France, etc. Donc, je les ai suivis. Et donc, voilà, je fais des choses comme ça. Et maintenant, je réfléchis. Quand je vais finir ce livre, je sais que ça va faire un grand bruit, parce que ce serait ma réponse aussi à tous ces acharnements. Je vais réussir à sortir toute l'histoire. Et à partir de là, je réfléchis si je veux faire sur les diasporas kurdes. Comme ça, je peux créer des liens avec tout ce que je sais. Et je connais l'histoire. Et j'ai beaucoup de liens avec les diasporas kurdes. Et mes diasporas kurdes, quand vous dites diaspora kurde, je ne parle pas des personnes, je parle du mouvement. Donc moi, je travaille sur l'action collective, etc. Et vous savez qu'en France, ce mouvement est terroriste. Et les loups gris qui m'attaquent tout le temps en France, qui partagent mes photos à la Bitanis, tu es cette femme, je ne sais pas quoi, tous les jours. Les Arméniens, ils attaquent les Arméniens à Dessine, à Valence, etc. Il n'y a même pas un seul loup gris en prison, mais il y a beaucoup, beaucoup de Kurdes en prison parce qu'ils ont collecté de l'argent, je ne sais pas. Il y a quelques jours, donc mes proches me disent, même mes collègues me disent, il ne faut pas que tu fasses ça, on t'accuse du massacre, on t'accuse des choses graves. Donc il faut que tu... je ne sais pas. Mais je crois que moi, je ne fais pas des stratégies. Je finis d'abord ça, après les choses vont venir, je crois. Ou j'écrirai un roman. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et c'est vraiment extrêmement prenant et on a du mal à réagir. Ce que je voudrais, c'est revenir en arrière. Pardonnez-moi si je reviens en arrière, parce que ce que vous avez vécu, c'est l'extrême finalement de la plus que de la censure, puisque vous avez payé dans votre chair, quoi. Comment a réagi votre entourage académique, s'il avait les moyens de réagir? Quel était le cadre qui a permis de faire tout ce qu'on vous a fait, finalement? Merci pour cette question. Donc Cédric Lomba, il est là, il est président de l'association sociologique française, qui est très engagé de mon côté, il est là. Et je lui disais l'autre jour qu'il faut qu'on organise une rencontre, je ne sais pas, pour que je raconte comment nous, en Turquie, sur les répressions, on structure l'autonomie de la recherche. Parce que ce n'est jamais dans les universités chez nous. Comme les universités sont dans l'emprise, donc je voulais vraiment qu'on discute, tu te souviens? Parce que comme l'université elle est toujours sous tutelle ou je ne sais pas quoi, donc c'est impossible. Et il y a des petites marges de manœuvre, mais c'est très précaire en général. Donc depuis longtemps, depuis que j'étais très jeune,
la recherche s'est structurée autour des revues. Donc les revues ont une place très importante. Et c'est entre les pairs. Donc il y a une autonomie totale. Parce que c'est pas officiel. Mais voilà, si donc on a créé ce réseau et aussi financement international. Moi, par exemple, j'ai travaillé juste avant de quitter la Turquie sur le service militaire. Et mon travail a duré à peu près 1 an et demi, toute la Turquie. Et j'ai eu un financement de Henrik Böll Fondation, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est pas que l'université. J'ai voulu juste dire ça. Et en général, c'est normal qu'il y ait une peur. Parce que la Turquie ne t'arrête jamais par rapport à tes recherches. On t'accuse d'autre chose. C'est une classique, c'est très classique. Par exemple, mes livres étaient toujours dans les librairies. Ils ne touchent jamais aux livres, comme si je n'ai pas de livres. Ils t'accusent du terrorisme. Donc, la plupart des personnes en prison ne sont pas en prison parce qu'en effet, c'est vraiment parce ce qu'ils ont fait, mais on l'accuse d'autre chose. Et donc, moi, j'ai pensé que non, mais tous mes collègues et même mes professeurs, ils ont écrit des longues. Aux premières audiences, j'ai pleuré, j'ai fait que de pleurer, parce que je ne m'attendais pas à cette solidarité forte. Ils ont écrit des longues lettres, témoignages au tribunal. Ça, c'était très important. Parce qu'après, faire des choses, faire une colloque, ça, c'est différent. Mais venir au tribunal, donner son nom, dans le contexte comme la Turquie, parce que personne n'est épargné de la répression. Mais au début, donc il y avait ça, mais c'était pas très très fort. C'était que des gens qui me connaissent, disons, mes collègues, des gens que j'ai touchés. Mais surtout, toutes les personnes que j'ai touchées durant mes recherches et durant mes activités, pas que recherche, donc je ne fais pas que les recherches dans la vie, et les enfants de rue, les SDF, les trans. J'ai un livre sur la résistance à Istanbul. Et les trans, les gitanes, mais il y avait, je ne sais pas, une fois, ils étaient venus 300 devant le tribunal. Mais toutes les personnes que j'ai touchées par d'autres billets, et les Turcs n'attendaient pas ça. Ils n'attendaient pas que les enfants de rue, surtout, avec leur et les filles ont mis le jarretière. Ils pensaient qu'elle est une famille de gauche, avocat, tout ça. Il y aurait des gens comme LDH, les intellectuels. Ils vont venir. Mais ils n'attendaient pas que toutes les personnes que j'ai touchées comme ça dans mes différentes activités. Et donc, ça, leur présence a encouragé les êtres universitaires. Donc, il est passé une solidarité. Mais quand même, cette solidarité, quelquefois, peut être assez cynique. Mais pas pour tout le monde, mais voilà. Il y a des collègues, quand j'étais en prison, m'envoyaient des lettres avec un faux nom, par le biais d'une autorisation. Elles n'avaient rien à perdre en plus, ces personnes. Moi, j'étais très mal, je déchirais parce que à cette époque, il fallait être avec moi, ouvertement, et pas m'envoyer des fleurs, des choses comme ça. Donc, j'étais très, très, comment dire, maintenant, je suis plus sage, mais à l'époque, j'étais plus, voilà. Mais il y a une solidarité, mais voilà, pas que l'université. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais vous demander à propos de votre travail comme romancière et aussi d'écriture des poésies, parce qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup de l'impact, par exemple, être chercheur ou chercheuse et militant sur la crédibilité, la confiance sur le travail qui le chercheur peut faire et publier.
Et donc, je pensais, parce que je pense qu'il y a toujours un peu une idée de chercheurs, de chercheuses comme des personnes très sérieuses qui font pas rien à côté en même temps que suivre leur recherche. Et donc, je voulais vous demander si comment ces activités plus créatives ont eu un impact sur votre travail comme chercheuse, mais aussi s'il y a eu aussi une réaction sur votre crédibilité dans des cercles plus conservatoires, je sais pas. Conservateur et de chercheurs. Et oui, parce que comme vous avez dit, on n'est pas seulement de chercheurs, de chercheuses, on est des personnes rondes. Et donc, je suis intéressée à écouter votre expérience et aussi les avantages qu'une expérience plus créative peut apporter à le travail comme de chercheur et chercheuse. Merci. Merci beaucoup. Je sais pas, je sais pas. Je peux juste dire que si vous faites bien votre travail, sérieusement, ça suffit. Et parce que c'est votre travail qui va convaincre. C'est pas votre. Si vous restez comme ça, mais si vous faites un bon travail, et voilà. Moi, j'essaie de. Quand je fais. Je m'occupe du jardin, j'essaie d'être concentrée, suivre les règles de ça. Donc, quand je fais les recherches, j'essaie de suivre les règles et je fais. Et ça n'a rien à voir si je fais yoga à côté de ça, si je fais pilates. Je ne sais pas comment dire. Et on a 1000 manières d'expression à côté. Mais c'est ton travail qui marche. Par exemple, quand j'ai fait, il est traduit Devenir un rampant, mon livre que j'avais publié avant de sortir. Et ce livre, donc, il est publié un mois après, je suis sortie. Donc, je n'ai pas pu vraiment discuter autour de ce livre avec plein de personnes. Mais ce livre, il a été comme être autonome et je ne sais pas comment vous dire, il y a eu des spectacles, c'est sur le service militaire, mais il y a eu plein de spectacles dans tout le pays. Il m'a envoyé des vidéos, plein de gens. Vous voyez, donc c'est ce travail, donc à partir de votre travail. Donc moi, je travaille beaucoup. Je suis une bosseuse. Et j'aime beaucoup travailler parce que c'est pas... Travail, c'est comme si tu crées quelque chose. Tu prends la barre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre.